derrière l'écran, mais autour de nous, personne ne le voit, mais il y a beaucoup de monde. Le temps que, bonjour à toutes et à tous, on va déjà commencer par regarder un petit peu le décor dans lequel on est, le temps que tout le monde nous rejoigne. Vous pouvez voir que le décor est différent, si Jean-Claude peut se pousser un tout petit peu. Voilà, on est dans l'off-road, la terre, le tout-terrain, le cross, et donc on est loin du bitume, mais avec des gens passionnés de moto qu'on connaît depuis très longtemps. On voit que tout le monde est en train d'arriver, ça commence à venir, et on va bientôt pouvoir commencer à présenter nos invités du jour. On va commencer par, bien sûr, Alexandre Kowalski, bon, que beaucoup connaissent, que moi je connais forcément très bien, parce que Alexandre Kowalski, il a d'abord été très longtemps le directeur du marketing, de la compétition, sous l'ère Jean-Claude Olivier, JCO, puis Eric de Seine. Et eh bien, il n'est pas resté à ce poste-là quand Eric de Seine est monté numéro 1 de l'Europe. Eric de Seine est parti avec vous, vous emmenez dans les bagages pour devenir le patron finalement de l'off-road. Donc le off-road, c'est quoi? C'est le Dakar, c'est... Oui, oui, il y a une étape intermédiaire où j'étais encore un pied chez Yamaha France avec une partie du marketing, mais plus l'intégralité. Et puis, en parallèle de ça, je m'occupais du championnat du monde des rallyes et du championnat du monde d'enduro. Et puis, chemin faisant, François Tarou est arrivé chez Yamaha France et m'a remplacé au niveau de la direction marketing. Et quant à moi, je suis monté au niveau de l'Europe pour prendre en charge toute la partie racing du off-road, donc qui passe par le championnat du monde de motocross, par le championnat du monde des rallyes, le Dakar, un petit peu d'enduro, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu réduit nos activités dans cette discipline, et puis du trial. Donc là, c'est plus en termes logistiques, c'est plus en soutien de l'usine. Mais voilà, donc j'ai toujours un bureau ici en France, un bureau à Amsterdam, et puis je navigue entre les deux buildings et puis le reste du monde pour les compétitions. D'accord, donc voilà la présentation de Alexandre Kowalski. Bon, il y a des questions, beaucoup qui vont tourner évidemment autour du Dakar. Un autre invité, alors là, extraordinaire quand même, Jean-Claude Mousset. Alors, il a quand même des particularités. Bien sûr qu'on sait que c'est un champion de moto, il est multiple vainqueur de cette course, le Touquet, cette grande course qu'est le Touquet, avec comme particularité, parce qu'on sait qu'on connaît on peut dire les 4 stars du Touquet chez Yamaha, c'est comme Arnaud de Mester, Oui. Alexandre, 7 victoires. 7 victoires. L'autre star, c'est le dernier en date, évidemment, Mikko Potisek, 2 fois vainqueur. Et puis, bien entendu, Adrien Van de Veren. Jean-Claude Musset, 4 victoires. C'est le seul qui a finalement réussi à les battre tous les 3. Exactement. Hein, donc, c'est vrai que j'étais encore en activité et que j'ai réussi à les battre tous les 3 en tant que pilote. Et aujourd'hui, je les manage un petit peu, notamment Milko et puis Adrien un peu quand il est en France et puis quand on a l'occasion de se retrouver à deux. Donc c'était un plaisir de les battre. Et puis c'est aussi aujourd'hui, dans mes nouvelles fonctions, un plaisir de m'occuper de ces pilotes qui sont vraiment pour Yamaha, des pilotes qui représentent la marque du mieux possible, de par leurs résultats, de par leur état d'esprit. C'est avec eux qu'on travaille dans de bonnes conditions. Et donc, ça veut dire que tout simplement, Jean-Claude, il a gagné 4 fois le Touquet comme pilote, mais également 2 fois avec Mikko Potisek en tant que team manager. Donc, on en avait parlé à l'arrivée du dernier Touquet. C'est vrai que pour beaucoup, c'est 6 victoires. Hein, pour Jean-Claude, il est derrière cette course fantastique qui a énormément réussi. Hein. Yamaha est de loin la marque qui a le plus remporté de courses sur cette épreuve mythique, qui accueille, rappelons-le, plus de 1000. Oui, je dirais que c'est la discipline en France off-road qui a pris un vrai essor là, depuis ces dernières années, avec notamment un gros soutien de la Fédération française de motocyclisme, qui s'investit beaucoup aussi à travers le promoteur, donc du championnat de France des sables. Et on arrive aujourd'hui à des compétitions qui, je dirais, au niveau du nombre en quantitatif pur, on est sur des chiffres très élevés, avec bien sûr en point d'orgue l'enduro du Touquet qui représente 1200 participants uniquement pour l'enduro. Je ne parle pas du vintage, du quad, des jeunes, etc. Et c'est vrai que d'avoir un ambassadeur tel que Jean-Claude qui connaît parfaitement à la fois la partie technique, la partie sportive, qui est un sportif lui-même très accompli, nous permet d'avoir un vrai ambassadeur et une vraie expertise et de profiter de toute cette expérience qui
je dirais, qui est riche pour une marque telle que Yamaha et qui nous rend aussi forts sur ces championnats de dessin. Ouais, puis on a vu aussi au fil des années, là, depuis on va dire une petite dizaine d'années, vraiment la discipline s'est professionnalisée. Il y a beaucoup, les amateurs aujourd'hui sont, parce que c'est quand même une course de masse, une course d'amateurs, s'investissent énormément dans cette épreuve. On voit par exemple que les engagements sont remplis en 48 heures. C'est vraiment, c'est devenu une épreuve incontournable. Et c'est vrai que c'est une épreuve qui ressemble à ce que nous, on connaît hein, en vitesse moto ou en endurance. C'est que, de ce point de vue, ça ressemble, c'est vrai, en termes d'état d'esprit au 24 heures du Mans, ou au Boulder, puisque c'est une discipline qui confronte le sport professionnel et le sport amateur. Et c'est pour moi une des raisons, je crois, pour laquelle le Touquet a toujours été une course emblématique. Oui, ben c'est vrai que le Touquet, en plus, a cette particularité de se dérouler au mois de février. Donc, c'est le lancement de la saison. C'est le lancement de la saison sportive. C'est juste après le Dakar qui nous a ramené un petit peu dans les sports mécaniques en début d'année, en janvier. Et puis, tout de suite après, on embraye avec le Touquet qui a une popularité qui est toujours énorme, avec une ville, avec un club qui s'investit énormément. Et puis, c'est vrai, c'est la possibilité pour tous ces amateurs de pouvoir partager, je dirais, une compétition avec les meilleurs sur la même piste au même moment. Alors, on a un quatrième invité, je crois que ça n'aura échappé à personne. Benjamin Léo. Alors, lui, c'est maintenant le patron, on va dire, de l'off-road en France. En fait, il fait ce que Alexandre Kowalski fait pour le monde, pour l'Europe. Là, c'est la France, pardon, c'est Benjamin Léo pour l'off-road. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent sa vitesse, vous connaissez son alter ego, Philippe Bigot. Donc, comme ça, vous comprenez quel est le poste de chacun, et les deux étant dirigés par une personne qui n'est pas là, mais qui nous regarde, c'est François Taroux, bien évidemment, que vous avez cité, Alexandre. Alors, Benjamin, la question, l'off-road et le parcours. Quel est votre parcours? Comment en vient-on à devenir l'une des personnes clés phares de Yamaha France pour le sport off-road? Alors, boss du off-road, c'est un bien grand mot, il y a une personne au-dessus de moi. Moi, je suis coordinateur marketing pour toute la partie produit moto donc chez Yamaha, et coordinateur racing sur la partie off-road. Je travaille en binôme avec Jean-Claude Mousset depuis maintenant bientôt 2 ans qu'on se supporte, comme un vrai couple sur les événements, sur les circuits, on part en week-end. Voilà, donc bientôt 2 ans. Et comment c'est venu? Et ben, c'est venu maintenant depuis en 2007 et 2008, puisque j'ai fait le départ d'un événement, le Yamaha Off-Road, pour ceux qui connaissent, qui était un grand rassemblement, un grand festival de propriétaires de véhicules off-road Yamaha, qui a rassemblé du côté de Châteauroux près de 400 participants, quad, enduro, motocross. Et j'ai pris le départ du cours, je me souviens encore très bien, de ce monsieur, qui est devenu mon boss quelques années après. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Alors, je veux travailler dans l'événementiel, dans le marketing et chez Yamaha. Parce que quand on est motard, on est souvent affilié avec une marque depuis petit, de par des liaisons avec son concessionnaire, de par les modèles qu'on a pu avoir, le père, le frère, etc. Donc, voilà, un parcours que j'ai rempli maintenant, et ça fait presque 8 ans et demi maintenant que je suis chez Yamaha. Alors, très modeste, Benjamin Léo, vous l'aurez compris, c'est pas le boss, mais c'est un peu quand même pour les pilotes, parce que les pilotes posent des questions. On va commencer par vous en poser une pour montrer que c'est quand même lui qui répond normalement à ces questions-là. Comment faire pour disposer d'une aide de Yamaha en compétition? Donc, c'est une bonne question. Là... Alors, comment faire le point de départ? Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste chez Yamaha, c'est de s'orienter vers son concessionnaire. Parce que c'est une de notre force chez Yamaha. On a près de 220 points de vente concessionnaires moto en France, et on veut s'appuyer sur cette capillarité du réseau au niveau local. Et c'est les concessionnaires qui recensent pour nous au niveau local les meilleurs jeunes talents, les pilotes, parce que voilà, ils ont cette proximité qu'on n'a pas forcément ici quand on est en région parisienne. Et à partir de là, voilà, le concessionnaire, lui, peut nous transmettre des candidatures avec un Facebook du pilote. Et en phase 2, on intervient donc avec Jean-Claude pour regarder le palmarès, ce que fait un petit peu le pilote, le suivre sur les événements, puisque on sort à peu près, alors tout événement confondu, mais Yamaha France aujourd'hui, c'est près de 25 événements par an, donc presque quasiment un week-end sur 2. On est beaucoup investi, que ce soit sur le off-road, la vitesse, les événements un petit peu plus corporate, type salon, etc. Mais c'est autant de points de rencontre qu'on peut avoir avec tout ce vivier de pilotes.
Et après, bon, voilà, on intervient un peu en phase 3 avec une aide qu'on peut apporter sur différents plans. Ça peut être de la pièce, du lubrifiant avec notre marque Yamalu, de dotation vestimentaire, etc. On a toute une grille d'aide aux pilotes qui nous permet, voilà, aujourd'hui, en 2020, Yamaha France soutient pour la partie off-road uniquement près de 35 pilotes, allant de la catégorie 65, donc vraiment tout petit, jusqu'à un Nico Potisek qui va être, on va dire, qui va être au top le plus haut de la pyramide. Alors, vous savez que le jeu, quand on est comme ça en live sur Facebook, c'est qu'on lit les questions qui peuvent arriver. Alors là, on n'est pas vraiment capable de les lire. On a quelqu'un, Guillaume Purel. Alors si on ne vous pose pas la question, c'est lui. Hein, ce sera de sa faute. Ne vous reprochez pas. Alors il est là. Tu présentes. Voilà, voilà. Voici Guillaume. C'est lui qui lit vos questions en direct et qui va se charger de nous les montrer, ce qui nous permettra de les concentrer aussi sur les réponses que font chacun. Alors Bruno pose une question pour Alexandre Kowalski. Quelle équipe pour le rallye? Pour le rallye, on a fait un certain nombre d'évolutions. Donc il y aura toujours notre pilote leader qui est Adrien Van Beveren, donc qui participera sur cette prochaine saison de rallye, sur les prochains rallyes. On a Franco Kemi, qui est notre pilote argentin également, donc qui nous suit depuis maintenant quelques années. Et puis on a deux nouvelles recrues qui sont Andrew Short. Andrew Short est un pilote américain, dernier vainqueur du rallye du Maroc. Il a un palmarès éloquent au niveau du championnat américain, que ce soit en supercross ou en motocross. C'est quelqu'un qui vient de cette discipline-là et qui est arrivé il y a 2-3 ans en championnat du monde des rallyes et qui a tout de suite été performant, tout de suite dans le coup. On a l'image, je dirais, de Andrew Short qu'on a vu dans le dernier Dakar finir l'étape sur une jante, donc sans pneumatique. Il a fait le tour du monde, cette image-là. Donc, il avait dépanné un autre pilote. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle recrue. Et il sera accompagné de Ross Branch, qui, lui, est un pilote d'Afrique du Sud. Alors, on dit d'Afrique du Sud, mais il est plus précisément, je dirais, habitant du Botswana, qui a percé, qui est arrivé cette année sur le Dakar. On l'avait déjà repéré sur le rallye du Maroc, où il s'était classé 7e. Il faisait des spéciales dans les 5 et il bataillait avec les meilleurs. Et puis cette année, il a concrétisé, il a gagné une spéciale sur le Dakar, il a fait une spéciale 3, une spéciale 2, une spéciale 5, il est tombé après, il s'est fait mal à l'épaule, mais donc on avait commencé à discuter et puis il vient juste de nous rejoindre, donc on est vraiment content, on a une équipe solide, bien sûr je n'oublie pas Jamie McCanney, qui est un petit peu je dirais le teenager, hein, c'est un jeune pilote qui roulait avec nous en pilote officiel dans le championnat du monde d'enduro, dans le team de Marc Bourgeois. Et puis donc qui a été double vice-champion, qui a été champion du monde d'enduro junior, qui est double vice-champion du monde qui était en catégorie E1 en 250 à cette époque-là. Et puis chemin faisant, il a voulu se tourner vers les rallyes. On lui a donné cette opportunité-là. Bon, alors après, vous motivez les pilotes, vous savez ce qu'il faut. Il faut un petit peu les faire, entre guillemets, grimper au rideau, leur dire, bon bah voilà, si tu es champion du monde, je te paierai un stage chez Jordi R40 pour que tu ailles faire du roadbook, pour que tu commences à progresser, à travailler. Et puis bon, c'était un petit peu la carotte. Bon, la deuxième fois, il a été que vice-champion, hein, parce qu'en étant une fois vice, on attend toujours la meilleure. Mais bon, après, le sport reste le sport et il est beau quand il est je dirais, il est dur. Et il est fait avec des compétiteurs. Donc, et puis voilà, donc j'ai mis l'histoire, ça fait déjà quelques années qu'il est avec nous. Et on l'a accompagné cette année sur son premier Dakar. Il a fait il a fait une première semaine catastrophique où il a fait toutes les erreurs de la Terre. Et puis la deuxième semaine, là, il a tout corrigé et il nous a fait une spéciale 6, 2 spéciales 7. Donc non, il est sur la bonne traîne. C'est un jeune qu'on accompagne et qui fait partie aussi de l'expédition rallye 2020-2021. Voilà. Alors bon, toujours pour on va dire pour les pilotes du Dakar, on a des questions parfois un peu rudes. On a eu Dame là, qui a résumé sa question. Il demande si Adrien Van Beveren, pour vous, fait partie des favoris. Même serait-il le favori pour vous du Dakar. Juste pour rappel, il a quand même failli gagner il y a 2 ans. Rappelez-vous, il avait chuté de manière très très douloureuse alors qu'il était en tête du Dakar, il allait gagner. Oui, tout à fait. Oui. Non, je crois qu'aujourd'hui, vous savez, Adrien Van Beveren est un pilote d'exception. C'est un pilote à qui maintenant nous gardons toute la confiance. Vous savez, la particularité de Yamaha aujourd'hui, c'est, voilà, on parle toujours de team spirit, de family spirit, et c'est vrai qu'on a toujours cette cohésion
au niveau des équipes, que ce soit au niveau des staffs, on le voit aujourd'hui. Chez Yamaha, il y a ici, vous avez quand même une certaine ancienneté. Vous avez, vous, Christophe, qui êtes là Pas depuis… longtemps. Hein. Non, pas longtemps, c'est jamais que… Combien, 15 ans? Oui, un peu, oui. Voilà, on est à peu près ça. Bon, Benjamin parlait de 8 ans, Jean-Claude est arrivé en 99, moi 96 ou 17 avec Christelle. Donc, non, voilà, je dirais qu'aujourd'hui, par rapport, pour revenir à la question d'Adrien, c'est que la particularité de cette marque, c'est qu'on a toujours voulu des proximités. Après les hommes, il y aura toujours la marque. Yamaha continuera d'avancer après nous, après vous, après tout le monde. Mais je veux dire, ce qui fait une marque et ce qui rend fort une marque aujourd'hui, c'est la cohésion et ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui font avancer la machine. Ce sont les hommes qui sont sur les motos, qui saignent sur les motos, qui souffrent sur les motos, qui perdent et qui gagnent sur les motos. Donc voilà, vous êtes deux champions, vous savez comment ça se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la particularité de la marque, c'est d'avoir toujours accompagné les pilotes dans le positif, mais aussi dans le négatif. Et un cycle de vie, qu'il soit sportif, qu'il soit personnel, qu'il soit familial, qu'il soit tout ce qu'on veut, c'est des hauts et des bas. C'est tout comme ça. Tout après dépend de l'espace-temps qu'on souhaite lui donner. Alors je vais peut-être philosopher un petit peu, mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, le cycle est comme cela pour Adrien. Adrien, il a remporté ses 3 victoires du Touquet. Il a été, à un moment donné, il est arrivé dans le Dakar, premier Dakar, 6e. Deuxième Dakar, 4e. Troisième Dakar, il y a cette chute à Belen qui lui fait perdre, alors que depuis 10 jours, les pilotes se tenaient en 4 minutes, en 5 minutes, et là, Adrien faisait le break à 1,5 km de l'arrivée, où il prenait 45 minutes. Donc, si vous voulez, ben voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas parce qu'il y a eu ces… Et alors après, il y a eu un souci technique l'année d'après. Cette année, il a encore chuté lourdement. C'est un pilote qui s'est mutilé quand même. C'est un pilote qui s'est blessé gravement. C'est un pilote qui donne tout. Une fois qu'il est sur la moto, il donne tout. Je sais qu'il met aussi tous les moyens qui sont… Comme tous les pilotes. Je veux dire que ce soit tous nos pilotes, on sait qu'on a la même ferveur, on a la même envie, on a la même passion. Et donc à partir de là, il n'y a pas de raison qu'à partir du moment où vous avez tracé une ligne, vous avez tracé des directions, ben, on s'y tient. Et on continue de suivre Adrien et de le supporter comme au premier jour. Voilà. Donc oui, Adrien fait partie de l'équipe, il est à 100% partie prenante, tel que Franco Kemi, tel que Ross Branch, Andrew Short ou Jenny McCanney. On est avec la même ferveur et la même envie de le faire gagner. Pour rebondir quand même sur ce que veut dire Alexandre, je suis bien placé pour le savoir parce que c'est vrai qu'il y a les victoires, mais de surmonter l'échec, c'est vraiment la force de Yamaha. Et c'était vraiment l'esprit, on peut dire, de Jean-Claude Olivier, qui est vraiment entretenu par Eric de Seine, qui a toujours soutenu aussi, alors Eric de Seine, maintenant le patron de l'Europe, toujours soutenu les pilotes quand ils sont en difficulté. Une question pour Jean-Claude. On a dit le nombre de victoires au Touquet, mais combien de participations au Touquet? J'ai jamais vraiment compté parce que je ne suis pas trop derrière. Moi, je pense une bonne vingtaine. 20 Touquet, donc 16 Touquet. Et puis pour compléter ça, oui, tout à fait. Ah, mais c'est important. Nous, on a fait 15 ans chez Yamaha, 3 titres de champion du monde, donc on ne l'a pas eu 12 fois. Oui. Et la particularité de tout ça, vous savez, on dit toujours que lorsqu'un sportif gagne, lorsque vous gagnez une course, vous avez tout le monde. Tout le monde est avec vous, les sponsors sont avec vous, les partenaires, etc. Et vous avez besoin de personne quelque part. Mais quand vous perdez, là, vous avez besoin de tout le monde et vous avez personne. Et c'est la force de Yamaha, donc, qui a été initiée, insufflée par Jean-Claude Olivier, relayée par Éric de Seine, aujourd'hui Vincent ici en France. Et c'est quelque chose, ce sont des valeurs, Vincent Tomray, ce sont des valeurs pour la marque qui sont très fortes. Et je dirais, on les applique dans le sport tous les jours. Et c'est pour ça qu'il faut continuer. Et à partir du moment où vous avez une stratégie de racing, on se fixe des règles, on se fixe des lignes, et il y a des hauts, il y a des bas. Vous savez, le monde de la compétition, il est fait de parcours très, très compliqués, très ambigus, et c'est de viser le bout et de se dire, bon voilà, mon objectif c'est ça, et je vais m'y tenir. Bon, je crois qu'on a bien répondu à Dame. Alors, il y a Guillaume qui est là derrière. Alors, c'est Isabelle qui trépigne. Question pour Jean-Claude Mousset. Quelle année, cette année, est-ce que Todd Kellett sera cette année en championnat de France? Alors Todd Kellett, c'est notre nouvelle recrue pour les courses de sable. Donc, c'est le deuxième pilote avec Milko Potisek, c'est le deuxième pilote officiel. Et donc Todd sera bien présent cette année, oui, sur le championnat de France des sables, et qui normalement doit commencer le 11 octobre. C'est un pilote anglais qui a qui a 22 ans maintenant, et vraiment son avenir pour la marque est… Voilà, on parlait tout à l'heure on prend jeune, et je pense que lui, ça va être un très bon pilote pour la suite.
D'accord. Alors donc, pour Benjamin, puisqu'on est un peu sur le championnat de France, hein, quelles sont les dernières infos sur les championnats de France 2020 en élite, sable et supercross? Alors, les infos suite à l'actualité, c'est un petit peu perturbé, mais on est en relation constante avec la FFM, la Fédération française de motocyclisme. Donc on attend encore pas mal d'infos au niveau des calendriers qui bougent pas mal, notamment l'élite. Donc, pour le moment, on a une confirmation de date mi-octobre avec au moins une épreuve en élite. Donc on parle ici du championnat de motocross. Peut-être une deuxième, troisième, voilà, la Fédé est en train de discuter, mais voilà, il y a quand même pas mal de boulot derrière. Il faut contacter les motoclubs, voilà, ça ne se fait pas sans conséquence, sans incidence. Au niveau du championnat de France de sable, Jean-Claude vient de répondre, un calendrier qui ne va pas bouger au niveau des épreuves, on repartira toujours sur entre 6 et 7 épreuves comme l'année dernière. Et puis aussi un calendrier SX avec le SX Tour, qui a été pas mal impacté avec les derniers événements, notamment 2 dates annulées du côté de la Trandade et Agen. On s'apprête à effectuer une reprise donc, du côté de Bénin tout début septembre, avec les dates habituelles après Barcelone, Paris, etc. Donc, il y a encore pas mal d'incertitudes par rapport à la crise sanitaire, les conditions. On a aussi des incertitudes sur le fait de pouvoir déplacer Alexandre pour en parler, notamment sur la partie MotoGP, mais les transferts de pilotes quand ils viennent de l'étranger, c'est aussi une question compliquée à aborder, sachant que voilà, les protocoles sanitaires ne sont pas forcément les mêmes selon les pays. Donc il y a tout ce qu'on voit et on se dit voilà, quand est-ce que ça reprend. Nous aussi, on était les premiers à être trépignés d'impatience pour reprendre l'activité moto. Mais pour l'organisation d'un championnat, voilà, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. On peut faire confiance à la FFM pour faire le maximum pour que ça reprenne dans les bonnes conditions. Pour rebondir sur ce que vient de dire Benjamin et sur le calendrier, quelle course prévue avant le Dakar, Alexandre? Quelle course en off-road, bien sûr, en rallye? Aujourd'hui, c'est un petit peu la même problématique. Hein. Je pense que dans toutes les disciplines sportives, les incertitudes demeurent. Alors, bien sûr, on commence à sentir des frétillements. On a vu le MotoGP qui annonce juillet, le Superbike qui arrive en août, je crois. Le motocross, le MXGP, normalement début août, mi-août. Des choses commencent à se dessiner. Pour le rallye, aujourd'hui, là, on vient juste de recevoir le championnat du monde qui va comporter que 3 épreuves, qui seront le Kazakhstan au mois de septembre, le rallye du Maroc et puis Abu Dhabi au mois de novembre. Après, savoir si Yamaha participera à l'intégralité du championnat, aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Hein. Le Silkway a été annulé là, du mois de juillet, il a été annulé tout récemment. Il y a encore le rallye de Sartoès au Brésil qui doit avoir lieu, mais avec la situation que l'on connaît aujourd'hui au Brésil, ça me paraît hypothétique. Mais aujourd'hui, une certitude, c'est que Yamaha sera présent sur le rallye du Maroc, parce que le Maroc constitue un petit peu l'antichambre du Dakar, dans la mesure où David Castera, qui est le patron du Dakar, je dirais, transpose le règlement, transpose les règles en termes de technique, en termes de roadbook, en termes de navigation, en termes de rythme, qui est important pour nous, qui met bien un petit peu les pilotes dans ce rallye-là. Kazakhstan et puis Abu Dhabi, on verra. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre directement, mais le prochain rallye, pour répondre strictement à la question, c'est le rallye du Maroc. D'accord. Bon, pour revenir aussi aux questions qui ont été posées avant l'émission par des internautes, Axel Fernandez qui demande Bonjour Alexandre, je voudrais connaître la date de sortie des YZ 2021. Alors les YZ 2021, donc elles vont sortir, les premières sortiront au mois d'août. Donc voilà, pas de gros changements, je dirais, en termes de changement, parce que c'est de sortie des modèles. C'est vrai que nous étions peut-être habitués à avoir des sorties juillet, mais aujourd'hui, donc cette année pour 2021, les machines arrivent à partir du mois d'août et vont s'échelonner septembre, octobre, comme la rentrée, pour passer bien roder ces machines et arriver fin prêt sur le championnat de France des sables. Bon, je veux bien une réponse aussi précise pour la suivante. Est-ce que Yamaha propose une 450, enfin une WR 450F Rallye Compé Client? Compé Client. Mais bien sûr. Non, en fait, on prend la moto et on peut aller au Dakar. Disons que la philosophie de Yamaha, elle a toujours été, vous savez, on a toujours cette règle de pyramide. Pyramide, vous avez le haut niveau, et puis après, je dirais que vous avez l'ensemble, le réservoir de pilotes, le réservoir de discipline, d'activité et de clients. Et donc, par rapport à ça, on a toujours essayé de transposer, parce que l'essence même de la compétition, c'est de générer
du trafic, c'est de générer du rêve, de l'envie. Ce dont ont besoin les clients, c'est qu'on leur raconte des histoires. C'est raconter, je dirais, des saisons sportives, raconter des champions, etc., etc. Le Dakar en fait partie. Christophe, vous êtes l'exemple aussi. Vous roulez en 600 Super Sport mondial pour aujourd'hui donner une des meilleures images au niveau de la R6. Jean-Claude Benjamin sont à fond sur les championnats des sables, YZF 450, YZF 250, pour générer du trafic dans les concessions, faire rouler nos clients avec nous. Et le Dakar n'y coupe pas. Je dirais aujourd'hui, vous avez un team officiel, qui est le team dont on a parlé tout à l'heure, et puis vous avez également un team client. Le team client, il est chapeauté par Axel Dutry, qui est je dirais, un concessionnaire, un concessionnaire qui officie dans différentes disciplines, notamment le quad, le SSV, et qui nous gère également la partie des clients, des rallyes. Et il propose une WRF Rallye client, donc qui est basée sur la moto officielle, donc qui dispose de tous les accessoires, ce qu'on appelle la tour de navigation, les réservoirs, les échappements, les roues à dumper, etc., etc. Donc oui, il y a une moto rallye client, et pour cela, je vous invite à prendre, je dirais, de contact avec Axel Dutry chez Dragon. Bon, on a Guillaume qui s'énerve un peu, là il a deux questions à nous poser. J'en ai une de Johan qui demande pourquoi Xavier de Soutraine n'est pas dans le team officiel, ou apparemment ne serait pas dans le team officiel. J'ai cru entendre qu'il était... Oui, Xavier de Soutraine, donc on a une longue histoire avec Xavier, c'est un très bon pilote, c'est un ambassadeur de Yamaha, et il fait partie de la famille Yamaha, c'est clair. Bon, maintenant c'est vrai que, donc là on a une proposition qui est en cours avec Xavier, et nous sommes en attente de sa réponse. J'ai vu une autre question. Alors, Eric Sélis, vous connaissez bien, vous savez, le célèbre journaliste, multicarte, journaliste télévision, de la presse écrite, également manager de pilote, en particulier de Grégory Leblanc. Y aura-t-il des arbitrages entre les programmes sportifs après cette crise? Là, je crois que c'est encore pour Alexandre. Les arbitrages sportifs, moi je vais parler au niveau international. Après, je laisserai peut-être Benjamin répondre sur la partie nationale ou Jean-Claude. Non, la partie internationale, si vous voulez, aujourd'hui, nous en MXGP, voilà, on est tributaire de Stream qui donne le meilleur et qui fait le maximum pour essayer de trouver des épreuves. Je vous rappelle que le championnat du monde de motocross, c'est 20 courses, donc c'est pas rien, c'est énorme. Je dirais plus l'espace-temps se réduit par rapport à maintenant jusqu'à fin décembre, plus ça devient compliqué. Mais je sais qu'à partir du mois d'août, ça va commencer à s'enchaîner de manière très régulière. Donc après l'arbitrage sportif au niveau du motocross, non, parce que voilà, nous sommes inscrits et nous participerons. Au niveau des rallyes, comme je disais tout à l'heure, oui, il y aura un arbitrage par rapport à la situation en cours, parce qu'on est encore incertain sur, je dirais, le déroulé des épreuves. Et je pense qu'après, pour la partie 24 heures, Bol d'Or, toutes les épreuves de rentrée de saison, enfin de début de saison, enfin, du mois de septembre, là, je laisse la parole à Benjamin. Nous, c'est un petit peu la même chose, en façon, sur le motocross. On était prêt à démarrer la saison, puisque la première épreuve devait avoir lieu mi-mars, et le 3 mars, ici, Milko Petit-Sec venait fêter sa deuxième étoile avec l'ensemble du personnel Yamaha, venait chercher sa moto pour démarrer la saison d'élite. Ceux qui le suivent sur les réseaux peuvent le voir, là, il roule depuis quelques semaines maintenant. Donc voilà, on était aussi inscrits avec Milko, avec le team de Serge Dubetti notamment, avec Maxime Després qui a défendu le titre de champion de France. Donc aucune remise en cause de ce côté-là. Et puis après, voilà, comme le disait Alexandre, c'est l'incertitude par rapport au calendrier et aux dates qui peuvent fluctuer. Mais ça, voilà, on n'est pas tributaire de ces aspects-là, donc on est un petit peu le spectateur et on attend que les décisions tombent. Que ce soit de la FFL ou des préfectures locales et des motoclubs. Alors une information quand même, je vous la donne là, elle est arrivée aujourd'hui de la Fédération de moto, puisque vous parlez des 24 heures du Mans moto. Ça aura lieu, mais sans public. Ce sera bien fin août, la course est confirmée et par la Fédération, en tout cas par l'ACO, pardon, on a reçu un mail de l'ACO. La course est confirmée, mais sans public. En revanche, il y a de gros espoirs pour que le Grand Prix de France ait lieu avec public, comme Lucie l'espère. En tout cas, la fédération, c'est plutôt des discussions avec Sébastien Poirier, le directeur de la fédération, qui date d'hier, et Serge Saunier, Manicourt, le Superbike. Ils ont vraiment très envie que la course ait lieu avec public.
On n'en vise pas, à Manicourt, on envisage vraiment la course avec le public, mais on a envie d'y croire. Voilà, pour ce qui est de quelques... Je crois qu'on veut tous y croire. C'est vrai qu'une course sans public, on voit quelques épreuves qu'on a vues là, la reprise du championnat américain, c'est un petit peu triste. C'est un peu triste, on ne peut pas se le cacher. Bon, maintenant, on va passer à Jean-Claude Bousset. Petite question que je vais arranger à ma sauce. Il ne faudra pas m'en vouloir, Hydre Apolza qui pose la question, mais je vais y mettre un petit peu de piment. C'est pas prévu. Quelles sont les modifications sur la moto du Touquet de Milko Potisek? Je rajouterais, parce qu'on s'adresse à des gens un peu initiés, par rapport à une compé client. La compé client étant la moto avec laquelle on peut courir au Touquet, par rapport à une compé client, quelles seraient les modifications apportées à la moto de Milko Potisek? Déjà, la base d'une moto compé client, c'est une course d'endurance, donc on est obligé de partir avec un réservoir un peu plus gros. C'est vraiment la première chose qu'il faut mettre sur une moto, et la transmission. Je dirais que le pilote de base qui part sur une course de sable, c'est réservoir, transmission. Ensuite, selon le niveau, on modifie un petit peu les suspensions pour rouler dans le sable. Et après, pour Milko, ça rentre un peu plus dans les détails. Donc forcément, bien sûr, le réservoir, qui est une polémique, si je fais une petite parenthèse actuellement, parce qu'on va repartir sur... Certainement, il y aura des modifications cette année dans le règlement, mais ça, vous en saurez un peu plus c'est-à-dire, dans les mois à venir. on augmenterait la contenance? On la diminuerait. Ah, la diminuerait, donc il y aurait plus d'arrêts. Il y aura certainement plus d'arrêts. Donc plus de risques de tomber en panne d'essence On n'a aussi. pas encore le règlement final, mais c'est en train de... C'est intéressant. 3 arrêts obligatoires. Voilà, c'est ça. Ce serait 3 arrêts Ah obligatoires. oui, donc... 3 arrêts obligatoires. Alors, cela dit, est-ce que En passage c'est des bien, stands c'est obligatoires. bien. passage de stand, bon, ça, on connaît tous la course, elle est médiatisée sur France 3, sur l'équipe, etc. Donc on voit les ravitaillements. Est-ce que la course, si on veut la comparer, parce que ça a aussi une course d'endurance, Ouais. voilà. Est-ce que l'arrêt au stand est aussi important pour la victoire? Je ne parle pas de l'erreur, hein. Ouais. Je parle de peut-on gagner du temps au stand? On peut gagner du temps au stand. On a cette année gagné du temps dans les stands. Si on regarde avec la concurrence, on a à peu près 10 secondes à chaque ravitaillement. Donc, Nico est rentré 2 fois. Oui. Mais au-delà de ça, de toute façon, vous savez, à partir du moment où vous déclenchez le chrono au départ, jusqu'à l'arrivée, chaque seconde compte. Heureusement que je ne l'ai pas eu comme concurrent avec Pierre Fardu. Donc, non, mais oui, bien sûr, c'est Ah ouais, évident. C'est évident que tout doit être calculé. Jean-Claude le sait, et vous le savez aussi, Christophe, c'est que l'entrée des stands, Si la quelqu'un est sortie bien des stands. placé pour ça, c'est vous. Ah oui, mais d'abord, 10 parce que- secondes, ça fait beaucoup. Si j'avais mis 10 secondes à Louis Cléant, là... C'est vrai que je l'ai dit sans le dire, parce qu'en fait, ça paraît tellement énorme quand on est une équipe Oui, c'est qui est en beaucoup. face de nous, et pourtant c'est le cas. C'est le cas. On a Non, mais vraiment, c'était la et question. et c'est vrai qu'on en est C'est- assez fiers de ça Oui. cette année. Maintenant, oui, la moto de Milko, l'évolution avec une compé client, c'est un réservoir qui est effectivement plus gros, mais qui est en carbone. C'est une pièce carbone qui est faite par Dragon, le préparateur du team, qui est vraiment bien faite, qui est optimisée pour que le pilote ne soit pas gêné par la capacité d'essence. On travaille avec un rapport secondaire plus long, puis les réglages de suspension bien spécifiques pour le pilotage de Milko. Puis après, c'est dans plein de petits détails, un peu de visserie titane, mais la moto est quand même relativement proche d'une moto d'origine, malgré ce qu'on peut penser. C'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, quand vous regardez les motos de cross, je veux dire, des châssis alu, des pièces titane partout, des silencieux, enfin, je veux dire, c'est des machines qui sont déjà, on part d'une base de compé client. Vous savez, c'est ce que je dis toujours, un très bon pilote, vous lui donnez une moto de sortie de caisse, il fera quelque chose. Donc, je veux dire, il y a la préparation moteur, il y a ce dont parle Jean-Claude, mais il y a aussi la partie pilote qui est très importante, et il ne faut pas oublier que c'est lui qui fait la différence. Oui, mais ça c'est évident, et c'est pareil en vitesse. Pareil, la R6, c'est exactement la même chose. Bien sûr. C'est la base, de toute façon, c'est à la base, c'est une moto de course. Voilà. C'est pas grand-chose, hein, Ouais, l'échappement, tout à fait. une amélioration de suspension, l'amortisseur, et puis... Et on est tous, finalement, on fait tous un peu de moto, et c'est vrai que moi aujourd'hui, je roule avec une moto d'origine, et je prends autant de plaisir que si je préparais la moto comme on le faisait avant. Parce que... Tiens, à propos de moto, Benjamin, il y a une question d'Antoine Abbott. Alors, elle est sur au 4, mais on va la poser à Benjamin. Quelle moto me recommanderiez-vous pour voyager cet été? Là, on n'est pas dans le rallye, mais après tout, elle est intéressante. Voilà, Antoine Abbott qui dit voilà, je veux acheter une moto, vous me conseillez laquelle? Alors, bonne question. Moi-même, j'aurais Laquelle du mal à choisir, parce que déjà par rapport à la largeur de gamme chez Yamaha, j'ai envie de dire, ça dépend avec qui on part déjà.
Si je pars en compagnie, une petite copine par exemple, je prendrais plus une FGR, donc côté confort, chargement, valise, etc. Parce que, à mon avis, il y aurait quelques bagages à emmener. Si je pars avec des potes, ce serait plutôt en Aiken pour le côté joueur, dynamique, l'inclinaison, voilà, surtout les petites girées en montagne. Aussi entre potes, mais un petit peu plus baroudeur, une Ténéré 700 aussi, pourrait être pas mal. J'ajouterais même aussi le Tracer 700 pour le côté nouveauté, donc assez compliqué. Alexandre, partez avec quoi, vous? Moi, de toute façon, dans la gamme, c'est la richesse aussi de la marque. Yamaha est une marque généraliste, donc je dirais qu'on a quand même pléthore de produits qui peuvent s'apparenter aux voyageurs. Après, je ne vais pas inventer la lune. Je veux dire, comme le dit très bien Benjamin, si vous voulez aller barouder, vous prenez une T7. Si vous voulez vous faire plaisir dans l'école, vous prenez une Nikon. Si vous voulez faire de l'autoroute, vous prenez une FGR 1300 AS. J'insiste, je fais pas le moto. Et non, mais voilà, je dirais aujourd'hui, il y a toute la gamme Tracer qui permet aussi de voyager, d'être protégé. Voilà, après, vous pouvez même voyager en T-Max. Enfin, je veux dire, c'est cette force qu'on a chez Yamaha, c'est d'avoir quand même chaque produit qui correspond à un besoin particulier, quand même avec un éventail d'utilisation qui est suffisamment large pour se faire plaisir à moto. Bon, pour Jean-Claude, bon, lui, il est en vacances toute l'année, il est vite à la plage, hein. Il est au Touquet. Donc, donc, toute l'année, ce serait quelle moto? Moi, j'ai une Ténéré 700, donc c'est vraiment une moto facile et pour tout usage. En fait, on est bien sur la route, on a envie de prendre un chemin. Et vous, Christophe? Non, mais moi, je m'en vais, je vous laisse, parce que la moto, la vraie moto, aucun des trois de la cité, quand même. Mais non, La T10. Ah oui. Pour partir en vacances. Oui, Pour oui, rouler la tous les gamme jours. J'ai une T10, je peux rouler dans Paris, je peux partir en vacances, je peux aller à Carole. Hein, on lève le top 15, on peut rouler à Carole. Moi, c'est la T10. On va poser une dernière question à Jean-Claude Mousset, parce que c'est le sportif encore peut-être en activité. On a une question. Est-ce que Jean-Claude Mousset pourrait participer au Touquet Vintage? Alors, Vintage, c'est pour les pilotes qui sont un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu plus âgés, mais c'est ouvert à tous. C'est la moto qui est âgée. La moto plus âgée. Et en général, c'est les pilotes un peu plus âgés qui montent dessus. C'est là tout le problème, c'est la moto qui est un peu plus âgée. J'ai eu la mauvaise idée de faire un pari avec Vincent Thomas le samedi du Touquet de cette année. Donc on était 4-5 autour d'une table et Vincent va en faire partie d'ailleurs, et François Tarot également, et Benjamin aussi. Hein. Mais je ne sais pas, Alexandre a participé. Moi, j'ai pas parié, j'étais en quad. Il ne pouvait pas parier parce qu'il était déjà sur la piste. J'étais sur la piste. Mais donc clairement, oui, quoi. Je vais voter en touche encore parce que j'ai quand même un petit peu de travail ce week-end. Donc normalement, Jean-Claude Mousset devrait, si j'ai bien compris, parce qu'il fallait juste pas participer au Touquet Vintage sur une moto Vintage. On verra. Moto Vintage chez Yamaha, donc c'est le modèle. Non, et de toute façon, c'est le règlement qui l'impose. Et donc là, pour l'instant, c'est les motos de l'âge jusqu'à 96. 96. D'accord. Donc c'est. Donc voilà, peu importe la cylindrée, peu importe le cycle moteur, 2 temps, 4 temps, jusqu'à 96. Voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous pour le temps que vous avez passé à nous écouter. Et à très bientôt pour une nouvelle émission chez Yamaha. Merci, au revoir. Au revoir. Trop fort. Au revoir.